Il était une fois Normandie. Chapitre 3. Un rêve flottant sur un monde oscillant. La gare maritime du Havre. Comme c'est petit le Havre. Comme elle est maigre la foule. Immense foule à l'échelle de notre petite Europe. C'est fini. Gare Saint-Lazare, on côtoie sans se reconnaître ses copains d'hier. Un ministre, un député, des sénateurs, des stars de cinéma. Le grand romancier et la belle comédienne. On a été intime, ou presque avec tout ce monde-là. On a voisiné, cancané, copiné. On était amis, amis à la vie, à la mort. On s'est tout dit, on s'est même quelquefois tutoyé. On a bu des cafés avec Charles Boyer, dansé avec l'amiral, dormi sur la chaise longue entre Claude Farrer et Henri de Rothschild. Mais c'est fini. À Paris, on ne se connaît plus. On a couru le ruban bleu ensemble, mais on retrouve ses distances. On a vécu sous le même toit que la présidente de la République. On s'est dit bonjour, comme si on était tous des vrais copains. Et le chef du protocole vous a fait des confidences. À Paris, tout cela est passé, très passé, oublié à jamais. Madeleine Jacob, pourvue en juin 1935. Voilà, nous avons débarqué. Si la fête bat son plein chez la Transat pour cette gloire amplement méritée, il ne faut pas non plus oublier que du côté de la politique, tout est toujours très instable. Entre le 29 mai et le 12 juin se sont succédés 3 gouvernements. À l'automne 1935, Normandie est désarmée pour l'hiver après 8 allers-retours entre Le Havre et New York. Et c'est l'occasion d'entreprendre les premières modifications, améliorations, en bref, de corriger tout ce qui ne va pas. Et la liste est assez longue pour un paquebot neuf. Il faut trouver l'origine de ces vibrations. Alors, tout le monde y va de son avis. On démonte les différents ponts arrière et on y ajoute des épontilles. Ce sont des colonnes de métal munies de ressorts pour absorber les vibrations. On modifie les ailerons d'hélice que certains jugeaient trop horizontaux et donc transmettaient plus de battements à la coque. Mais surtout, ce qui, d'après le commandant Toreux, a eu le plus d'impact, et on verra qu'il avait raison d'ailleurs, c'est les changements des hélices. 3 pales pour des hélices à 4 pales. Avec la puissance et la vitesse de rotation, les 3 pales envoyaient des gros paquets d'eau, faisant sautiller la poupe. Ces vibrations avaient également endommagé la tuyauterie dans certaines cabines, ainsi que les installations électriques. On procède donc aux réparations. Mais ce chantier va également transformer l'apparence de Normandie. Déjà, on modifie les ailerons de la passerelle afin d'améliorer la gestion des manœuvres. Ils deviennent donc droits. Ensuite, celle qui passera le moins inaperçue, on supprime la grande plage arrière du Café Grille pour y construire le nouveau salon de classe touriste. Celui-ci était situé avant au centre du pont principal et ne bénéficiait pas de lumière naturelle. C'est à présent corrigé, mais au détriment du confort des premières classes qui, dorénavant, ont une moins bonne vue que les touristes sur l'arrière de Normandie. Mais aussi des appartements de grand luxe Deauville et Trouville. Leurs terrasses sont à présent voisines du terrain de sport de classe touriste avec un gros vis-à-vis et séparé d'un faible creux en arc de cercle qui reprend la forme du Café Grille juste en dessous. Le Café Grille, justement, se trouve lui aussi modifié puisqu'on supprime 3 de ces grandes baies vitrées qui donnent à présent vue sur le salon de classe touriste. C'est cette modification qui fera certes le plus de mécontents, et c'est bien normal, mais elle permettra aussi d'augmenter le tonnage de Normandie et de faire de lui toujours le plus gros et le plus grand navire de l'Atlantique. 1936, ce sera aussi l'entrée en service du Queen Mary, dont on sait que les aménagements de classe touriste seront beaucoup mieux que ceux de Normandie. Cette classe ne doit pas être négligée. Elle constitue une grosse partie des revenus de la Transat, raison pour laquelle on entreprend ces importantes modifications. Quoi qu'il en soit, les aménagements de première classe resteront bien au-dessus de ceux de Queen Mary. En première justement, dans la salle à manger, on décide d'y ajouter des tables. Pour cela, on supprime 6 des 12 pots à feu de l'Alic. Comme on a supprimé le salon des secondes au centre, on a libéré de l'espace pour ajouter 4 cabines de première classe et 16 cabines en classe touriste. Sur le Sundeck, entre la 2e et la 3e cheminée, on crée un court de tennis aux dimensions réglementaires cette fois, et on supprime donc les lettres Normandie.
On ajoute également une synagogue et on construit également une autre chapelle en classe touriste. Les travaux durent jusqu'à fin avril 1936. Une fois achevés, on procède à de nouveaux essais en mer afin de contrôler que les vibrations sont bien de l'histoire ancienne. Le commandant Pugnet est à la timonerie et Pierre Torreux à l'arrière près du café Grille avec Henri Cangardel. Rien. Après un moment, il téléphone à la passerelle où on lui répond que cela fait déjà 20 minutes que Normandie file à 30 nœuds. Tous explosent de joie. En redescendant, Henri Cangardel s'arrête dans le fumoir, sort un crayon de sa poche et le place debout sur une table. Le crayon ne bouge pas. Une fois revenu au Havre, la compagnie communique à la presse que les vibrations de Normandie sont de l'histoire ancienne grâce à l'ensemble des travaux effectués. Le 5 mai, à la veille du départ direction New York, pour le premier voyage de l'année, on envoie un scaphandrier contrôler les nouvelles hélices. Celui-ci remonte et annonce qu'il manque une hélice. Il n'y en a que 3 sur les 4. Il manque la centrale bâbord. Imaginez, personne ne veut y croire. Alors, on envoie un second scaphandrier qui confirme les propos de son collègue. C'est la catastrophe, d'autant qu'on n'a pas d'hélice de remplacement. Par chance, les anciennes hélices 3 pales étaient encore au Havre. Alors, on fait entrer Normandie dans la cale sèche et on remplace une hélice à 3 pales à la place de la manquante. On remplace également l'hélice centrale tribord, mais on conserve les quadripales sur les latéraux bâbord et tribord. Cette intervention d'urgence est une prouesse et ne retarde pas le départ du paquebot qui affiche presque complet pour cette traversée. Le 6 mai, il appareille donc. Jusqu'à 60 tonnes, comme il n'est pas poussé à pleine vitesse, on ne ressent rien. Mais, une fois parti tout droit direction New York, c'est à nouveau le festival des vibrations et des plaintes tout à fait justifiées. On peut donc considérer que l'ensemble des travaux sur la structure pour éliminer les vibrations n'ont pas servi à grand-chose. Seules les hélices étaient en cause. Heureusement, pendant que Normandie effectuait sa rotation, une nouvelle hélice était fabriquée et attendait sagement d'être installée. À son retour, ce sera chose faite, terminer les vibrations. Le 27 mai 1936, c'est donc la mise en service du RMS Queen Mary, qui arrive à New York le 1er juin, où il fait lui aussi une entrée triomphale. Toutefois, il avait dû ralentir à Nantucket où il avait rencontré un brouillard très dense. Par conséquent, sa vitesse moyenne était de 29 nœuds, inférieure à Normandie. Mais, même au retour, il ne parviendra pas à détrôner notre Normandie. En fait, il faudra attendre le 24 août et un temps très clément pour que Queen Mary nous ravisse le ruban bleu, et le fasse également au retour en 3 jours, 23 heures et 57 minutes. La barre des moins de 4 jours est franchie pour la première fois. La compétition entre les deux paquebots commence. Évidemment, Queen Mary est très apprécié lui aussi, et Normandie souffre donc de quelques moqueries et mauvaise foi bien british. Le commandant Torreux nous raconte ainsi dans ses mémoires une conversation avec un Anglais rencontré dans un hôtel londonien, ignorant qu'il était le commandant de Normandie. Un monsieur qui nous avait entendu parler français m'aborde et nous offre un cocktail. J'accepte. Présentation, nous bavardons et j'explique à mon aimable interlocuteur le but de mon voyage. Monsieur Smith, c'est son nom, me raconte qu'il part bientôt pour les États-Unis où des affaires intéressantes l'attendent. Pas sur Normandie, m'explique-t-il. Surpris et amusé, je lui demande pourquoi. Comment ? Vous ne savez pas, me dit-il. Ce navire est raté. Mais oui, poursuit-il, tout le monde sait à Londres que la vie y est impossible. L'arrière est tellement faible que les plafonds vous tombent sur la tête. Les passagers arrivent atteints de la danse de Saint-Guy. On parle de panique à la mer, etc. Je prends l'air étonné. On dit, poursuit-il, que la transatlantique va le retirer de la ligne. C'est une catastrophe. D'autres bruits de couloir disaient également que le barman n'avait pas besoin de shaker pour ses cocktails, tant le bateau vibrait. On peut s'amuser de cette petite guéguerre un peu malhonnête, puisque c'est à présent résolu sur Normandie. Par contre, Queen Mary vibre lui aussi, comme Normandie, et il subira d'ailleurs les mêmes modifications. Plus embêtant pour la vieille reine anglaise, elle se révèle très instable lorsque la mer grossit et a la réputation de rouler énormément.
Ce phénomène ne sera corrigé que bien plus tard dans sa carrière avec l'ajout de stabilisateurs. Toutefois, Queen Mary rencontre un succès justifié et Monsieur et Madame Tout-le-Monde préfèrent généralement le luxe un peu moins chargé de Queen Mary, là où les vedettes et artistes préfèrent Normandie. Immédiatement en 1936, fort du succès de Queen Mary, la Cunard passe la commande de Queen Elizabeth, qui reprendra les mêmes caractéristiques que Queen Mary dans le but d'avoir 2 superliners sur la ligne Liverpool-New York. Pour l'instant, le frère de route de Queen Mary est le vieil Aquitania, mis en service en 1914 tout de même. La French Line, de son côté, envisage également un frère de route à Normandie qui, pour l'instant, est toujours entouré de nombreuses unités, rappelons-le, Île-de-France et Paris, Champlain et Lafayette, les plus petits et plus lents cabin ship. Ce frère devra lui aussi reprendre les mêmes caractéristiques. On parle de son nom, qui aurait sûrement dû être Bretagne. La commande n'a jamais été passée. On pense qu'il aurait eu 2 cheminées, peut-être déportées sur les côtés de la structure. À ma connaissance, il n'y a aucun plan ni croquis. On ne peut donc que supposer. Vous verrez parfois des photos de Normandie montrant un avion écrasé sur sa proue. Cet incident a eu lieu en 1936, alors que Normandie est en escale à Southampton. Un petit avion de la Royal Air Force survole le paquebot à basse altitude. En passant au-dessus des cheminées, les gaz chauds qui s'en échappent provoquent des turbulences. Le pilote, ne s'étant pas méfié de ce phénomène, perd le contrôle de son appareil, qui vient donc s'écraser à l'avant de la proue. Bien que spectaculaire, cet incident est presque sans dommage. Le bastingage est juste tordu et le pilote n'est même pas blessé. Puis, le 28 juillet, sonne l'heure de la retraite du commandant René Pugnet. Pierre Torreux, âgé seulement de 45 ans, lui succède. En décembre, Normandie est désarmée pour son entretien et c'est à nouveau l'occasion de procéder à des améliorations. Ici, on s'occupe à nouveau de remplacer ces hélices par un modèle en bronze à haute résistance, capable de supporter la puissance des machines qui a été améliorée. Le but ? Eh bien, battre le record établi par nos contemporains d'outre-Manche. Et ça, le commandant Torreux est déterminé à le faire dès que possible. Sa saison commerciale reprend le 11 mars. Au retour de New York, d'où il apparaît le 18 mars, la météo n'est pas en sa faveur, mais qu'importe. Il pousse Normandie et arrivé à Southampton, il peut hisser bien haut le ruban bleu face aux Anglais. Le record est battu avec une vitesse moyenne de 30,99 nœuds. L'année commence sous les meilleurs auspices et les réservations ne font qu'augmenter. À bord, Pierre Torreux se montre être un hôte très présent et attentif à ses passagers. Il explique de quelle façon il brise la glace entre ses invités du soir. D'abord, avec un cocktail au bar, afin qu'au moment de passer à table, tous ont déjà fait connaissance. Si ses invités sont jeunes, il montait dîner au Café Gris pour une ambiance plus festive. Au cours de l'une de ces soirées, ses convives parlaient des différences entre Queen Mary et Normandie. Évidemment, tous ne tarissent pas d'éloges au sujet de notre chef-d'œuvre national. Une passagère, pourtant anglaise, finit par trancher ainsi. « Mesdames, je suis anglaise, et je vais sur ce sujet vous dire ma pensée. J'ai fait plusieurs traversées sur l'un et l'autre des paquebots, voici mon opinion. À mes yeux, Queen Mary est une grande et belle dame anglaise en costume de sport. Normandie est une très jolie française en robe du soir. » J'aime énormément cette comparaison sous forme de personnification des deux paquebots. C'est exactement ainsi que je perçois Queen Mary, une vieille dame avec des jambes de sprinteuse. Début août, Normandie bat à nouveau le record établi par Queen Mary dans le sens Le Havre-New York, avec une moyenne de 30,58 nœuds et donc moins de 4 jours. Il arrive à New York le 2 août vers 1h du matin. À 7 heures, il est donc hors de question de débarquer. On reste au mouillage et on vient s'amarrer à quai le lendemain matin pour le débarquement. Au retour, Pierre Torreux a encore l'ambition de battre son propre record. Pourtant, comme la fois précédente, le temps est mauvais, la mer creusée, mais qu'importe, toutes les chaudières sont allumées et la puissance est au maximum. Et devinez quoi, le record est encore battu. 3 jours, 22 heures et 7 minutes, vitesse moyenne, 31,20 nœuds. Normandie est le champion.
Avec ces performances-là, c'est 1 tonne au kilomètre de mazout qui est consommée. Outre cette consommation énorme, qui n'est pas une surprise, une petite avarie va se produire à la suite de ces dernières traversées à pleine puissance. Au mois de septembre, au retour de New York, la structure arrière de Normandie est à nouveau secouée. Assez vite, Jean Hazard comprend que quelque chose ne va pas avec les hélices tribord. On réduit alors la vitesse et la traversée s'effectue ainsi. Après être reparti de Southampton, on constate, cette fois, que la ligne bâbord centrale est immobile. L'hélice ne tourne plus. Jean Hazard comprend assez vite que si elle ne bouge plus, c'est qu'il n'y a plus d'hélice. De retour au Havre, un scaphandrier plonge à nouveau pour examiner les hélices. Il constate effectivement ce que craignait Jean Hazard. Il en manque une et les autres sont très abîmés. Néanmoins, Normandie affiche complet pour son prochain départ et on n'a pas le temps de le faire entrer en cale sèche. Hors de question d'annuler cette rotation. Alors, on prend la décision de lui faire l'aller-retour avec seulement 3 hélices et à vitesse réduite à 27 nœuds, ce qui occasionnera juste un léger retard. Il le fera sans problème. Normandie est très appréciée de la clientèle américaine comme beaucoup de navires français en général. Ils aiment le luxe et le service à la française, bien sûr, mais également l'alcool. Souvenez-vous, qu'en cette période de prohibition aux États-Unis, l'alcool y était interdit, même à bord de leur propre paquebot. Donc, la traversée entre New York et Le Havre était souvent un moment de défoulement. Dès la première nuit à bord, le personnel avait souvent affaire à quelques passagers bien éméchés qui tombaient dans les escaliers, glissaient sur les ponts et se retrouvaient pour certains avec quelques bobos qu'il fallait alors soigner à l'infirmerie. A l'inverse, la traversée retour Le Havre-New York était souvent plus calme, comme s'ils cherchaient à se sevrer et reprendre un rythme normal avant le retour au pays. C'est certainement cette clientèle américaine qui motivera la Transat à organiser en 1938 une croisière marquante dans la carrière de Normandie, la croisière vers Rio. On voulait amener le navire là où il ne va jamais. On cherche à le sortir de sa routine pour le montrer au reste du monde. Et ça sera un succès. L'organisation de cette croisière fut longue. On commence à se pencher dessus dès 1936. Cette croisière sera organisée avec une des plus grosses agences de voyage de New York et suscite immédiatement un engouement considérable auprès de la riche clientèle de l'après-dépression. Pierre Torreux établit la route et les ports où Normandie devra faire escale. On constate qu'il ne pourra accoster à aucun port, il est trop gros. Alors, il faudra prévoir des pétroliers afin de procéder au ravitaillement en carburant. Au total, le commandant Torreux prévoit le voyage sur 23 jours et des escales à Nassau, Trinidad et Rio, où Normandie y restera 4 jours, le temps du carnaval, avant de repartir vers New York avec un arrêt en Martinique. Ça fait rêver, non ? Pour l'occasion, une dernière modification a été apportée à Normandie. On a couvert les terrasses des appartements Deauville et Trouville. Normandie quitte New York le 5 février 1938 avec tous ses croisiéristes enthousiastes. Passé le froid glacial de New York, les passagers commencent enfin à se dévêtir et profitent du soleil sur les ponts découverts de Normandie. Mais, car il faut bien un mais, Normandie est un transatlantique. Ces paquebots à la coque noire sont étudiés pour naviguer dans les courants froids de l'Atlantique. Au fur et à mesure que la température extérieure augmente, l'intérieur de Normandie s'avère mal ventilé et la climatisation peu efficace. Par endroits, comme dans le salon de coiffure, ces espaces sont si mal ventilés qu'on place des sacs de glaçons dans les conduits de ventilation. C'est assez dérangeant, mais ça n'empêche pas les croisiéristes de s'amuser. Le 12 février, Normandie passe l'équateur. Le passage de l'équateur donne toujours lieu, et encore aujourd'hui, à une tradition à bord des bateaux. Pour ceux qui ne l'ont jamais franchi, on leur fait passer un baptême. Un membre d'équipage est déguisé en dieu Neptune au bord de la piscine extérieure de classe touriste, et il baptise les passagers en les jetant dans l'eau, sorte de sacrifice à dieu Neptune, dieu romain de la mer et de l'océan. Si celle-ci reste soft à bord de Normandie, d'autres passagers, d'autres navires, auront certainement des souvenirs fortement alcoolisés qui s'approchent peut-être plus du bizutage. Et c'est donc le 15 février que Normandie arrive enfin à Rio. Le plus beau navire du monde dans la plus belle baie du monde. C'est presque idyllique,
Je dis presque, car il pleut et il y a de la houle. Mais les passagers sont quand même sur les ponts à tenter d'apercevoir les hauteurs de la côte et le pain de sucre, mais les nuages masquent la vue. Les passagers s'empressent de débarquer pour aller préparer les 4 jours de fête et certains choisissent de ne pas dormir sur Normandie et ils réservent des chambres dans les hôtels de Copacabana. Ils ont probablement eu raison. Si vous pensiez que cet arrêt de 4 jours allait être un moment de répit pour l'équipage, détrompez-vous. Des réceptions et visites sont prévues à bord. Le commandant Heureux devient en quelque sorte ambassadeur de la France, Normandie, son ambassade flottante. Il était prévu que chaque jour, 1000 visiteurs ayant acheté des tickets viennent visiter Normandie. Mais, assez vite, on se rend compte que ce nombre semble largement dépassé. Le deuxième jour, on comptabilise plus de 2000 visiteurs. Il y a un souci, d'autant que les croisiéristes qui séjournent encore à bord se plaignent de cette foule qui ne désemplit pas. Le commandant Heureux décide de mener sa petite enquête et il découvre que des faux billets sont en circulation. Des faussaires avaient réussi à imiter presque parfaitement les billets officiels. Je dis presque car ils avaient fait une faute. Transatlantique au lieu de transatlantique. Il manque le N. Dès le lendemain, on décide que les visites sont tout simplement annulées, à l'exception des personnalités brésiliennes, mais rien n'y fait. Les navires chargés d'amener les visiteurs sont toujours pleins, et tous évidemment se justifient d'être célèbres ou importants. Il faut dire que Normandie fit forte impression. La presse avait encensé la venue du paquebot. Pour autant, les passagers en garderont un souvenir maussade. La météo ne s'était pas vraiment arrangée durant les 4 jours. Le carnaval sous la pluie, c'est tout de suite moins festif. Normandie quitte Rio en longeant la baie, cap vers sa seule destination française, Fort-de-France, où on l'attend de pied ferme. Il y fait une nouvelle arrivée triomphale, à tel point que ce jour-là a été déclaré jour férié afin que tous les habitants puissent venir admirer ce monument national flottant. Pour mémoire, nous sommes en 1938. Une fois reparti de cette belle journée en Martinique, Pierre Heureux longe la Guadeloupe de nuit, il s'approche autant que possible de la côte, toute lumière allumée, afin d'en faire profiter la population qui acclame le navire et font des grands gestes. Puis, c'est cap sur New York. Plus on avance, plus les shorts disparaissent sur les ponts. Les pantalons et les pulls refont leur apparition, puis les manteaux, les écharpes et les bonnets, alors que tous ces passagers descendent au Pier 88 après une croisière inoubliable. L'année 1938. Bien des choses s'y déroulent. Par quoi commencer ? Le 13 juillet, on célèbre la 100e traversée de Normandie avec quelques beaux passagers à bord comme Johnny Weissmuller, Fred Astaire et un certain John Fitzgerald Kennedy qui était alors ambassadeur à Londres et préférait rentrer sur Normandie plutôt que Queen Mary. À ce moment, le ruban bleu flotte toujours fièrement au mât arrière pour une des dernières fois puisque Queen Mary le reprend en août 38 et cette fois, c'est définitif. Il ne lui sera repris qu'en 1952 par United States. Mais c'est aussi en mars 38 que l'Allemagne annexe l'Autriche sans réaction de la France ou du reste de l'Europe. À ce moment, on est déjà prêt à basculer dans la guerre lorsqu'en septembre, Hitler revendique l'annexion à l'Allemagne des Sudètes, qui sont les régions tchèques à majorité allemande. La tension est telle que Normandie apparaît de New York avec seulement 400 passagers à bord et sous la présence d'un croiseur allemand vers Terre-Neuve. Pour apaiser les tensions, la conférence de Munich qui se déroule le 29 septembre 1938, à laquelle participent la France et l'Angleterre, accorde finalement les Sudètes à Hitler. Pour un moment seulement, les affaires reprennent normalement sur l'Atlantique, même si la French Line fait face à de nombreuses grèves. À bord, le maître d'hôtel principal, Olivier Nafrechou, accueille ses passagers avec toujours autant de professionnalisme. C'est un homme d'une excellente mémoire, se souvenant du prénom et du nom de ses clients et même capable de ressortir des anecdotes comme « Voilà 2 ans que nous n'avions pas eu l'honneur de voir monsieur parmi nous. La santé de monsieur est excellente. Je me souviens que monsieur voulait maigrir, c'est fait. Et monsieur ne sait peut-être pas qu'il va retrouver à bord son cher ami monsieur Untel. J'ai pris la liberté de les mettre à la même table.
Well, vous me reconnaissez? Ce serait juste une pitié si on ne se souvenait pas à la French Line des plus fidèles clients de nos paquebots. Ce cher Monsieur Nafrechou, tout comme Henri Villard, seront jalousés par bien d'autres compagnies. Ils sont un parfait exemple du service à la française. Vous savez, ce qui me plaît dans l'histoire de ces navires, c'est aussi les anecdotes de vie à bord. C'est après tout ce qui les rend plus vivants et plus proches de nous. Alors, en voici une. Lors d'une traversée, le commandant Toreux était en conversation avec ses invités dans le salon de première. Il entend du bruit qui vient du plafond, un objet qui roule. Intrigué, il mène sa petite enquête et part dans les ponts supérieurs avec une petite équipe. Il remarque des traces de pas au sol qui s'arrêtent devant un meuble. Ensemble, ils le déplacent. Derrière ce meuble se trouvait une plaque boulonnée dans le mur. Les boulons sont retirés un par un et derrière, ils découvrent une échelle qui descend vers le plafond du grand salon. Dans cet espace, ils font la découverte d'une famille entière de passagers clandestins qui devaient être aidés d'un membre d'équipage puisqu'on y trouve de la vaisselle de bord et des restes de repas. Enfin, le bruit qu'avait entendu le commandant venait d'une boîte de conserve qu'un enfant avait fait tomber et qui avait roulé sur le sol. Si vous vous inquiétez de savoir ce qui est arrivé à cette famille, ils ont été placés en cellule à bord et confiés aux autorités américaines à l'arrivée du bateau. Mais il y a une anecdote bien plus mignonne concernant une enfant clandestine. Juste après un départ de New York, on amène au commandant Toreux une jeune fille en pleurs. La petite explique qu'elle s'était embarquée secrètement avec son frère qui s'est dégonflé au dernier moment. Il voulait voir la France. Le commandant entre en contact avec ses parents qui s'engagent à payer le billet retour en 3e classe. À bord, elle n'ira pas en cellule, mais sera chouchoutée par les autres passagers qui s'occuperont d'elle comme d'une véritable mascotte. Si seulement ce monde pouvait rester aussi insouciant que celui d'un enfant. En février 1939, Normandie repart une nouvelle fois en croisière à Rio. Les canots de sauvetage ont été peints couleur ocre-brun. Le climat avec l'Allemagne nazie est de nouveau de plus en plus tendu. Hitler continue de manifester son envie d'étendre la superficie de son pays. On commence à comprendre que la guerre est inévitable. Alors, on a décidé de les rendre plus visibles en cas d'évacuation. Le 18 avril, alors que Normandie est en entretien dans la cale numéro 7, Paris, amarré au quai Johannes Couvert, prend feu puis chavire le lendemain, bloquant la sortie de Normandie jusqu'à ce qu'on coupe ses mâts. C'est également au printemps 1939 que le commandant Toreux reçoit un courrier l'invitant à se présenter au bureau du président de la Transat. Il a fait son temps en tant que commandant. 3 ans, c'est exceptionnellement long. Même pour un commandant aussi remarquable, il bloque l'évolution d'autres commandants. On lui propose alors le poste de directeur de l'agence du Havre. Sa dernière arrivée au Havre avec Normandie se fait dans une épaisse brume. Comme pour prouver une dernière fois l'excellent commandant qu'il est, il évite de justesse, en entrant au port, une collision avec un pétrolier qu'il ne voyait pas dans la brume, seulement guidé par les coups de sifflet. Lui succède alors celui qui sera le dernier commandant à faire naviguer Normandie, Étienne Payen de la Garandrie, alors âgé de 51 ans. 23 août 1939. Normandie quitte le port du Havre. On ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois. La dernière traversée et son 70e voyage après 139 traversées de l'Atlantique. 3 derniers coups de sifflet. Au revoir la terre française. Ce 23 août, le pacte germano-soviétique est signé. Pacte de non-agression entre l'Allemagne et la Russie. La guerre n'est plus qu'une question de jours, on le sait. Le 1er septembre, Hitler envahira la Pologne et puis, c'est parti. Après une dernière escale à Southampton, il repart dans la nuit sur sa route pour New York. En chemin, il dépasse le Bremen allemand. Le commandant Payen de la Garandrie a ordonné de forcer l'allure pour le dépasser rapidement. Si la vie à bord suit son cours plus ou moins habituel, le commandant, lui, décide de modifier sa route et passe plus près de Capras et le banc de Terre-Neuve.
La nuit, aucun éclairage extérieur n'est allumé. Le commandant ne se change pas et ne se couche pas de toute la traversée. Il reste alerte et attentif aux moindres détails. Des mesures sont prises également à bord et communiquées aux passagers. Il faut bien tirer les rideaux devant et les hublots la nuit et interdiction de fumer sur les ponts extérieurs. On doit être le plus discret possible pour ne pas être repéré par un sous-marin. Petit à petit, c'est un climat anxiogène qui se distille parmi les passagers et finalement, on a hâte que ce voyage prenne fin. Ça tombe bien, la vitesse moyenne est presque de 30 nœuds et Normandie, tout feu éteint, arrive à New York le 28 août à 2h du matin. Puis, à 10h du matin, il est amarré au pier 88 qui deviendra son mouroir. Qui pouvait s'en douter ? C'est donc la fin de ce 3e chapitre consacré à l'histoire de Normandie. Que va-t-il arriver à ce magnifique paquebot alors ancré au port de New York ? Ne manquez pas de le découvrir dans le 4e chapitre. Afin de ne pas manquer sa publication, abonnez-vous à vos différentes plateformes de streaming pour recevoir la notification. Je suis Julien Marroyot, j'ai écrit, réalisé et monté moi-même cet épisode. L'illustration est une œuvre de Julien Garnier, célébrant le 90e anniversaire de Normandie.